Camarades, le rendez-vous le plus important pour la gauche de gauche, pour la vraie gauche, c'est pas l'élection présidentielle de 2012, bien évidemment. C'est sa rencontre avec le peuple pour lui proposer un chemin crédible de sortie de l'austérité, de la crise de l'Union européenne, de la crise de l'euro. Un chemin qui montre que l'on peut supprimer le chômage et la précarité, remettre en place une protection sociale et des services publics dignes de ce nom, améliorer radicalement la qualité de la vie et de l'environnement. L'élection du président de la République au suffrage universel direct est une forme primitive, sommaire, puérile de la politique. Ce type d'élection fabrique souvent des individus pathétiques, des illuminés, les candidats, certains candidates et candidats, qui croient être touchés par la grâce et pensent avoir été désignés pour accomplir un destin, comme si le doigt de Dieu s'était posé sur eux. L'élection du président de la République au suffrage universel direct pollue le débat sur les idées en lui substituant le débat sur les personnes. Elle fait jouer un rôle trop important aux grands médias qui sont la propriété des forces de la finance et de l'armement, et aux sondages, survalorisant les modes passagères, les postures et les impostures, les petites phrases, la théâtralisation de la vie politique, et évidemment en sous-valorisant les questions de fond. Ce mode électoral encourage chez les électeurs l'attrait des effets de manche et des gesticulations chez les candidates et candidats, les apparences, le vertu. L'élection du président de la République au suffrage universel direct alimente le culte de la personnalité, l'individualisme, la transformation des citoyens en supporters de tel ou tel candidat, comme on est supporter pour une équipe de football. L'élection du président de la République au suffrage universel direct débouche sur la bipolarisation, le bipartisme, lamine les petites formations politiques, réduit la diversité, homogénéise et anesthésie la pensée, et incite par conséquent les candidats et les candidates à proposer des programmes attrape-tout pour flatter le marais dans la perspective du deuxième tour. Ce mode électoral aboutit à des institutions déséquilibrées qui placent l'Assemblée nationale en infériorité par rapport au président de la République. Or, dans un régime démocratique, la souveraineté doit appartenir au peuple ou à ses représentants, c'est-à-dire les députés, et non à un monarque, même républicain. C'est bien l'élection du président de la République au suffrage universel direct qui nous a donné un Nicolas Sarkozy, le président qui fait honte à la France et aux Français, et c'est bien ce type d'élection qui risque de nous donner l'auteur, avec l'Union européenne, des plans d'austérité qui frappent les peuples européens. J'ai nommé Dominique Strauss-Kahn, membre du Parti socialiste, patron du FMI, filiale des États-Unis, nommé à ce poste avec l'accord du président américain. La gauche de gauche, la vraie gauche, a tout intérêt à se tenir éloignée de cette politique politicienne inhérente à ce mode électoral. Elle a intérêt à dévaloriser l'élection présidentielle et à revaloriser la seule élection qui compte vraiment, c'est-à-dire l'élection législative. Chers amis et chers camarades, les citoyens attendent des réponses claires, crédibles, convaincantes pour sortir de la crise. Voilà à quoi la gauche de gauche, la vraie gauche, doit consacrer toutes ses forces. Car les étrangleurs sont de retour. Les étrangleurs, ce sont ceux qui bâillonnent
la liberté de pensée et d'expression et qui étouffe la démocratie. Les étrangleurs, ce sont ceux qui ont colonisé les grands médias en 1992, au moment du traité de Maastricht, pour convaincre le bon peuple qu'il fallait voter oui à l'euro. Heureusement, il y a eu le nom de gauche à l'euro, et ce nom a failli l'emporter. Les étrangleurs, ce sont ceux qui ont colonisé les médias en 2005 lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, en essayant de convaincre qu'il fallait une nouvelle fois voter oui. Heureusement, il y a eu la victoire du non, au sein de laquelle le non de gauche a été décisif. C'est alors que la démocratie a été étouffée. Les gouvernements et l'Union européenne n'ont tenu, vous savez, aucun compte du résultat des urnes. Comment s'appelle un régime politique qui bafoue la souveraineté populaire? Cela s'appelle une tyrannie, une dictature. L'Union européenne est un système tyrannique et dictatorial. Ceux qui ont voulu bâillonner toute pensée critique en 1992 et en 2005, les étrangleurs dont je parlais, sont de retour aujourd'hui. Ils organisent une gigantesque campagne idéologique d'affolement de la population autour de la question de l'euro. Les mêmes qui avaient défendu le oui au référendum de 1992 et de 2005 restent parfaitement cohérents. Ils poursuivent leur basse besogne, menaçant du chaos si des pays de la zone euro abandonnaient la monnaie unique. Mais ils utilisent les mêmes arguments qu'en 1992 et en 2005. Ils nous disaient en 1992 que ce serait le chaos si on ne votait pas pour la monnaie unique. Ils nous disaient en 2005 que ce serait le chaos si on ne votait pas le projet de constitution européenne. Et aujourd'hui, les mêmes nous disent, les étrangleurs, que ce serait le chaos si un ou plusieurs pays quittaient la zone euro. À cet égard, le journal Le Monde, qui est toujours à la pointe de l'européisme est à l'Europe ce que le nationalisme est à la nation, a fait 2 pages entières le 15 décembre qui méritent qu'on s'y arrête une minute. Le titre est « L'euro va-t-il tuer l'Europe ?» Et dans cet article, l'incompétence, feinte ou réelle, on n'en sait rien, le discute à la mauvaise foi. Le Monde, bien sûr, s'appuie sur le dernier numéro de l'hebdomadaire britannique The Economist, icône de la pensée unique ultralibérale, qui affirme que démanteler l'euro n'est pas impensable, seulement très coûteux. Mais c'est exactement l'inverse. C'est l'euro, aujourd'hui, qui est coûteux. Il est très coûteux pour les classes populaires et les classes moyennes. Car c'est bien, soi-disant, pour le sauver, que l'austérité a été décrétée dans toute l'Europe. Le Monde imagine alors 3 scénarios. Le départ de pays dits périphériques, le départ de l'Allemagne, l'explosion de la zone euro. Bon, je ne vais pas rentrer évidemment dans tout le détail, je prendrai un ou deux arguments, un ou deux éléments sur le premier point. À partir de l'exemple de la Grèce et de l'Irlande, le Monde explique que la sortie de ces 2 pays de l'euro aurait pour but de revenir à leur monnaie nationale et de les évaluer. Cela leur permettrait, selon le Monde, de développer leurs exportations, de relancer leur croissance et de réduire leur déficit public. Mais si tel est le cas, qu'attendent ces pays pour sortir de l'euro, puisqu'ils pourraient améliorer leur situation? Le Monde nous explique alors
que cette stratégie comporte de graves dangers. Car le premier danger serait une panique bancaire. Les déposants grecs et irlandais retireraient leur argent des banques. C'est faux. Ce risque est loin d'être évident. Rien n'indique qu'une panique bancaire se produirait. D'ailleurs, si les Grecs, les Irlandais ou les déposants de tout autre pays retiraient leur argent des banques, qu'en ferait-il? Si vous qui êtes là ce soir retiriez votre argent des banques, qu'en feriez-vous? Le mettre sous votre matelas? Dans une lessiveuse? Dans une banque à l'étranger? Soyons sérieux. Comme l'euro sera remplacé par la drachme, la livre irlandaise, le franc, etc., ceux qui auront retiré leur argent en euros devront obligatoirement le convertir en drachme, en livre irlandaise, en franc, etc., s'ils veulent continuer à payer leurs factures. La raison, la drachme, la livre irlandaise, le franc, etc., devront être non convertibles, évidemment. Non seulement le risque de panique bancaire n'est absolument pas certain, mais s'il se réalisait, il n'aurait aucun effet. Je vais abréger ces différents arguments, parce qu'il y avait encore d'autres choses à dire, mais je dois rester dans les 10 minutes. Je veux simplement terminer en disant que il y a une possibilité de reprendre l'initiative comme en 2005. Ça a été évoqué par Yann il y a un instant. Nous avons des raisons d'espérer. Une série de sondages vient d'être publiée qui montre que le mécontentement populaire contre l'euro est en train de monter. Et je termine sur un sondage qui a été réalisé en en juin 2010 par un institut américain qui fait apparaître les réponses suivantes à la question « L'euro est-il une bonne chose pour l'économie ?» France, 67% de non. Portugal, 60% de non. Espagne, 56% de non, etc. C'est excellent. Ça monte et ça va encore monter. Ce sont les milieux populaires, ouvriers, employés, peu ou non diplômés, qui sont les plus nombreux à contester l'euro, ou même à vouloir en sortir, c'est-à-dire l'électorat traditionnel de la gauche. Attention à ce que la gauche ne décroche pas de son électorat et qu'elle offre ainsi un boulevard aux forces d'extrême droite, nationalistes et xénophobes qui s'engouffrent dans la brèche. La question de la sortie de l'euro et plus globalement l'analyse que l'on fait du système de l'Union européenne fait débat à gauche. On n'est pas tous d'accord. Il faut mener ce débat tranquillement, avec des arguments, sur la base d'une connaissance rigoureuse, solide de mécanismes pas toujours évidents à comprendre. C'est la condition ensuite pour aider la population à s'y retrouver en lui donnant les bonnes informations et les bonnes explications.